Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube consacrée au SCI. Et donc aujourd'hui, pour ce sixième thème, si je ne me trompe pas, nous allons aborder des questions sur les relations entre la famille et les SCI, c'est-à-dire concrètement se demander ce qui se passe quand on a des enfants mineurs dans une SCI, quand on a également un couple, voilà, qu'il soit marié, pacsé, en concubinage, comment ça se passe à plein de points de vue? Et bien évidemment, ces situations sont extrêmement fréquentes, puisque vous savez que beaucoup de SCI ont une dimension familiale. Et puis nous ferons un petit focus sur la question de la protection du logement familial lorsqu'il est détenu par une SCI. Et plus précisément, je commenterai très brièvement un arrêt de la Cour de cassation relatif à l'application de l'article 215 alinéa 3 du Code civil à une SCI. Voilà, et donc les précautions à prendre. Bien, chers amis, famille et SCI, tout de suite. Alors, on va d'abord commencer à parler du mineur en SCI, avec, on va pas faire de grandes théories, mais quelques questions très pratiques. Voilà, d'abord, est-ce que le mineur peut être associé d'une SCI? Ben oui, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Bien sûr, le mineur peut hériter des parts d'une SCI, ça, il ne le choisit pas. On peut aussi faire donation des parts d'une SCI à un mineur. Là, il faut qu'il donne son accord. Et puis, on peut aussi faire participer un mineur à la création d'une SCI. Et donc, si un mineur, pardon, fait des apports en numéraire, donc apporte de l'argent lors de la création d'une SCI, eh bien, il faudra qu'il ait l'autorisation de ses représentants légaux, voilà, c'est-à-dire ses parents, ou au moins l'un de ses parents. Voilà, si maintenant l'apport devait être quelque chose d'un peu plus substantiel, c'est-à-dire notamment l'apport d'un immeuble appartenant au mineur, imaginez le mineur qui a hérité d'un immeuble et qui souhaite en faire apport à une SCI, là c'est un acte très important, c'est un acte de disposition. Donc il faudra l'accord des parents, bien évidemment, mais il faudra également, en application du texte du Code civil que vous voyez s'inscrire ici, il faudra l'accord du juge des tutelles. Voilà, donc ça va être un processus, on va dire, relativement lourd, hein, si le mineur fait apport d'un immeuble qui lui appartient à une SCI. Voilà, ensuite, comment ça se passe du point de vue de la gestion de la SCI par le mineur? Bah, écoutez, je vous renvoie aux règles du Code civil sur l'administration légale hein, des biens du mineur, mais schématiquement, il y a deux choses, il y a la partie financière et la partie, entre guillemets, décision politique. S'agissant de la perception des dividendes de la SCI, donc la SCI peut être amenée à verser des bénéfices, qu'on va appeler des dividendes, à ses associés. Le mineur, donc les parents du mineur, pardon, jusqu'à ce que le mineur ait l'âge de 16 ans, jusqu'à la fin de ses 16 ans, ses parents bénéficient donc de ce qu'on appelle un droit de jouissance légale. Voilà, c'est pas la fin de ses 16 ans, pardon, c'est un droit de jouissance légale qui prend fin le jour des 16 ans, donc c'est jusqu'à la fin des 15 ans, pardonnez-moi. Et donc, ce sont les parents qui perçoivent les bénéfices à la place du mineur. Ils n'ont pas l'obligation de les conserver pour lui, donc ils peuvent les dépenser sous réserve, bien sûr, de pourvoir à l'éducation du mineur comme ils en ont l'obligation. Voilà, pour ce qui est par contre du vote aux assemblées générales, hein, je vous prends les deux choses les plus importantes en matière de SCI, bien là, jusqu'à l'âge de 18 ans, le mineur doit être représenté à l'assemblée générale par ses parents. Et donc, il ne peut pas voter tout seul à l'Assemblée générale. Voilà, ensuite, pour terminer sur la question du mineur, quelques petites questions. Voilà, imaginons que la SCI ait contracté un emprunt. Contracter un emprunt, c'est un acte important, hein. La jurisprudence considère que c'est un acte de disposition quand on contracte un emprunt. Faut-il, quand la SCI contracte un emprunt et qu'elle compte parmi ses associés un mineur, faut-il l'autorisation du juge des tutelles? Alors certains le pensent, je dirais de manière un peu trop prudente peut-être. Voilà, en réalité, quand on analyse cet acte, c'est pas le mineur qui contracte un emprunt, c'est la SCI. Donc, c'est la capacité de la SCI qui est en cause, c'est pas la capacité des associés. Voilà. Puisqu'évidemment, si le mineur devait contracter tout seul un emprunt, enfin, pendant sa minorité, il faudrait des autorisations particulières, hein. L'article 387.1 en parle. Mais là, c'est la SCI qui contracte et donc bah, il n'y a pas il n'y a pas d'obligation hein, d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles. D'ailleurs, la plupart des juges des tutelles refusent de se déclarer compétents pour autoriser les actes d'une SCI. Et quand bien même, l'emprunt pourrait avoir des conséquences sur le patrimoine du mineur, puisque vous le savez, en SCI, on a donc une obligation indéfinie au passif social. Voilà, même raisonnement pour la vente des biens de la SCI.
Encore une fois, si le mineur devait vendre directement un bien lui appartenant, bien sûr, il faudrait l'autorisation du juge des tutelles, mais la SCI a pleine capacité juridique. Voilà, quelle que soit la composition de ses associés, quelle que soit la capacité de ses associés, la SCI a pleine capacité pour vendre ses biens. Donc, on applique tout simplement les statuts. Voilà, dernière question. Est-ce que l'on pourrait imaginer dans les statuts d'une SCI en vue de protéger le patrimoine du mineur, est-ce qu'on pourrait imaginer de limiter la responsabilité du mineur dans les statuts? C'est totalement impossible, hein, mais que certains y aient pensé, puisque on ne peut pas réduire la responsabilité d'un associé, quelle que soit sa capacité, puisque c'est une règle légale. Voilà. Par contre, dans un acte séparé, on peut parfaitement imaginer que le créancier, une banque par exemple, s'engage dans un acte séparé à ne jamais poursuivre sa dette, recouvrer sa dette sur le patrimoine du mineur. Voilà, en contrepartie de quoi, bien sûr, la banque demanderait peut-être d'autres types de garanties. Voilà ce qu'il en est pour le mineur. Et oui, pardon, dernière question assez importante, mais vous allez voir, la réponse est assez simple. Est-ce qu'il est possible de nommer un mineur gérant d'une SCI? Alors, quand on lit les textes, finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien qui l'interdit. Et donc, on se dit, finalement, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, si on rapproche la question de la gérance du mandat, puisqu'on dit généralement qu'un gérant, c'est un mandataire social, on se rend compte que les règles du mandat interdisent à un mineur non émancipé d'être mandataire. Voilà, hein. Le mineur non émancipé voilà, ne peut être mandataire. Et donc, en pratique, c'est quand même plutôt difficile de concevoir, hein, et on imagine mal le greffe du tribunal de commerce accepter, par exemple, qu'un mineur soit. Voilà, je pense que c'est une question également de crédibilité, même si, encore une fois, je vous le disais, les textes formellement ne l'interdisent pas. Alors, on parle maintenant d'une situation encore plus fréquente que le mineur en SCI, c'est l'hypothèse du couple en SCI. Vous avez quantité de personnes qui décident de ne pas se marier et qui, quand elles achètent un bien, l'achètent en SCI. Alors, ça peut se voir également chez les couples mariés, bien sûr, hein, notamment les couples qui sont mariés sous le régime de la séparation, mais c'est encore plus fréquent donc chez les personnes qui sont pacsées et chez les personnes donc qui sont en concubinage. Avant de commencer cette question-là, juste une petite parenthèse, quand un couple marié sous le régime de la communauté, c'est-à-dire sans passer de contrat, achète un bien, il y a un régime qui s'applique à ce bien. Ce n'est pas forcément nécessaire de créer une SCI dans ce cas-là, sauf si on veut ensuite, bien sûr, transmettre le bien à ses enfants. Et le régime qui s'applique, donc c'est le régime de communauté qui prévoit tout simplement que ce bien appartient aux deux, qu'il y a des règles pour le gérer, etc., etc. Quand on est dans une autre situation, à savoir celle notamment d'un couple qui est en régime de séparation de biens, celle de concubins, celle de partenaires pacsés, quand ils achètent en commun, hors SCI bien évidemment, un bien, ils le font généralement sous le régime de l'indivision. Voilà, qui est un régime dont j'ai déjà été amené à parler, qui est un régime qui est, je dirais, moins parfait que celui de la SCI, mais qui peut, quand les conjoints, les membres du couple s'entendent bien, un régime qui peut parfaitement bien fonctionner. Voilà, alors plusieurs questions s'agissant du couple. D'abord, quand on est dans un couple, si l'un des conjoints décide de créer une SCI, faut-il que l'autre lui donne son accord? Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il l'autorise? Alors, pas un accord sur, bien sûr, le fait de constituer une SCI. Là, chaque époux a une pleine et entière liberté, époux, partenaire pacsé et a fortiori concubin. Voilà. La question, c'est l'autorisation des apports. Hein, je vais faire apport d'un bien qui a peut-être une qualification, bien commun ou bien indivis. Est-ce que l'autre doit me donner son accord? Alors, on va distinguer deux hypothèses, hein. L'hypothèse schématiquement de la séparation de biens, du pax, du concubinage. Dans ces situations, le bien qui va être apporté par l'un des fondateurs de la SCI peut être soit un bien personnel, donc c'est la qualification que ça reçoit notamment en régime de séparation de biens, les biens qui appartiennent à un époux sont dits des biens personnels, ou alors ça peut être des biens indivis également, hein, si par exemple le bien a été acheté conjointement par deux partenaires pacsés ou deux concubins. Voilà, s'agissant d'un bien personnel, le principe c'est que l'apport est libre, donc chacun fait ce qu'il veut, avec une réserve extrêmement importante, hein, dont je vous reparlerai dans le focus, c'est l'hypothèse où ce bien personnel constituerait le logement de la famille. Et donc là, si c'était le cas, l'article 215 alinéa 3 du Code civil, qui est un texte du régime primaire, hein, c'est-à-dire un texte qui s'applique quel que soit le régime matrimonial, ce texte prévoit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens immobiliers et des droits par lesquels sont assurés le logement de la famille. Donc quand bien même on aurait en régime de séparation de biens, un mariage avec séparation de biens,
l'un des époux qui serait pleinement propriétaire, hein, tout seul, du logement de la famille, ne pourrait pas en faire apport à une SCI sans l'accord de l'autre. Et c'est une restriction à sa propriété, tout simplement parce que l'usage de ce bien, c'est le logement de la famille et qu'on veut protéger la famille. Deuxième situation, si le bien est indivis, voilà, alors bon, il y a une première hypothèse qui ne pose pas de difficulté, c'est si tous les deux partenaires pacsés, les deux concubins, décident d'un commun accord d'apporter chacun leur quote-part indivise à une SCI. Là, ils vont devenir tous les deux associés, donc je dirais, ils n'ont pas à s'autoriser l'un l'autre à le faire, puisque chacun apporte sa moitié indivise schématiquement. Non, les hypothèses un peu plus critiques, c'est l'hypothèse où vous avez un seul des co-indivisaires qui veut apporter l'intégralité du bien. Voilà, donc là, bien évidemment, l'autre doit donner son accord, mais un seul sera associé. On reparlera de ça tout à l'heure avec les époux. Vous pouvez avoir une personne qui fait apport d'un bien commun, toute seule. Les parts reçues en rémunération de l'apport seront communes, mais par contre, la qualité d'associé n'appartiendra que et uniquement à celui qui a fait l'apport. Voilà, s'agissant de l'indivision, et bien évidemment, si les co-indivisaires ne souhaitent pas, ou le co-indivisaire ne souhaite pas apporter l'intégralité du bien, mais uniquement sa quote-part indivise, c'est possible, donc on peut faire une mutation de la quote-part indivise. Sachez que dans ce cas-là, en application du droit de l'indivision, l'autre co-indivisaire a un droit de préemption, c'est-à-dire qu'il peut s'opposer à l'apport et dire je te rachète ta part. Voilà, de manière à ce que le bien ne soit pas coupé en deux en quelque sorte. Alors, qu'en est-il en régime de communauté? Régime de communauté, donc je vous le rappelle, c'est le régime des gens qui se marient, il y en a encore, et qui décident de ne pas passer de contrat. Donc là, en régime de communauté, on a schématiquement deux catégories de biens. On a les biens propres, donc ce sont les biens, par exemple, dont on avait la propriété avant le mariage, ce sont les biens que l'on va recevoir en héritage ou par donation de ses parents, par exemple. Et donc, bien évidemment, chaque époux en a la libre disposition et peut librement en faire rapport à une SCI, mais on a une règle qui vient limiter ça, c'est la question du logement de la famille dont je vous ai déjà parlé. Et donc, qui fait que l'apport d'un bien qui constitue le logement de la famille, quand bien même ce bien serait propre, nécessite l'autorisation du conjoint, marié bien sûr. Hein. Voilà. Alors, si le bien apporté à la SCI est un bien commun, si c'est un immeuble commun, vous savez qu'en matière de communauté, vous avez deux règles de gestion. Vous avez des biens qui sont soumis à ce qu'on appelle la gestion concurrente. Ça va être les sommes d'argent, par exemple. Ça va être, par exemple, des actions d'une société par action simplifiée. Et là, quand bien même le bien, l'argent, les actions seraient des biens communs, chaque époux peut tout à fait librement en disposer. Par contre, on a une deuxième règle qu'on appelle la cogestion, qui est prévue par l'article 1424 du Code civil et 1425 également. Et donc, ce texte prévoit que quand l'un des époux souhaite vendre un immeuble, un fonds de commerce ou des parts sociales, et là on parle d'un immeuble, nous, hein, je l'ai mis en rouge, qui appartient à la communauté, cela ne peut se faire sans l'accord de l'autre. La vente, bien sûr, mais l'apport, je vous le rappelle, l'apport à une société est considéré juridiquement comme une vente, à la différence près que le vendeur n'est pas rémunéré par de l'argent, il est rémunéré par des droits sociaux qui sont émis par la société. Voilà, donc en résumé, si on fait apport d'un bien commun à une SCI, c'est un seul fait l'apport, eh bien, il devra obligatoirement obtenir l'autorisation du conjoint. Alors, deuxième question après l'autorisation de l'apport, lequel des deux a la qualité d'associé? Ou est-ce que c'est un seul, ou est-ce que c'est les deux qui ont la qualité d'associé? Alors là, on a une règle très précise qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'en principe, seul celui qui réalise l'apport, quelle que soit l'étiquette qu'il y a sur l'apport, que ce soit un bien indivis, un bien commun, un bien propre, le droit des sociétés ne s'en préoccupe pas. On verra ça interviendra bien sûr après. Seul l'apporteur a la qualité d'associé. Et c'est ce qu'on appelle la distinction du titre et de la finance. Par exemple, je suis marié sous le régime de communauté, je fais apport d'un bien commun, d'accord, un immeuble commun à une SCI, mon conjoint va devoir l'autoriser, mon conjoint l'autorise, c'est pas parce que mon conjoint l'autorise que pour autant mon conjoint va être associé. Il n'y a que moi qui fais l'apport, donc je suis le seul à avoir le titre d'associé, donc le seul associé. Par contre, la finance, c'est-à-dire la valeur des parts sociales reçues en échange, reçues en contrepartie, elle est commune, ce qui veut dire que je suis le seul associé. Mais le jour où il y a une dissolution de la communauté, donc par divorce ou par décès, la valeur des parts, elle, se partage par deux et tombe dans la communauté. Voilà, il y a une exception à cette distinction titre-finance, et on en a déjà parlé, c'est l'hypothèse du conjoint de l'apporteur de biens communs, qui va revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts. Voilà, on avait déjà vu cette hypothèse, hein,
Vous avez même montré des exemples de statuts. Je crois qu'il y en a ici. Voilà, là, vous avez un exemple de statut qui se prononce sur la question de la revendication. Et vous verrez, je vais vous le montrer, même si en termes d'égalité, on va dire, dans le couple, égalité homme-femme, ça peut être quelque chose de tout à fait entendable, que le conjoint de l'apporteur souhaite devenir associé. Par contre, du point de vue de sa responsabilité, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Et notamment du point de vue de la gestion du passif. Hein, vous allez voir, on verra ça dans la question 4. Alors, une fois que mes conjoints ou mon conjoint, pacsé, marié, concubin, a créé la société ou ont créé la société, comment est-ce que la société est gérée? Alors là, les choses sont extrêmement simples. C'est le droit des sociétés qui s'applique pleinement. C'est-à-dire que le droit des régimes matrimoniaux va s'effacer. On ne va pas regarder en clair dans cette société dans laquelle on va avoir des conjoints, on ne va pas regarder s'ils sont conjoints ou pas. On va les considérer comme des associés, fussent-ils mariés, pacsés, concubins. Et donc, c'est pleinement le droit des sociétés qui va s'appliquer. Donc, on va appliquer les règles prévues par les statuts et par le code civil dans une SCI. Voilà, il y aura un droit de vote par associé. Si un seul est associé, ben, il n'y a que lui qui votera aux assemblées générales. Il n'y a que lui qui pourra être gérant de la société. Et puis, si les deux sont associés, ben, voilà, ils auront chacun une part du droit de vote et cette part dépendra de ce qu'ils ont dans le capital. Donc, le droit, on va dire, du PACS, potentiellement du concubinage et surtout le droit des régimes matrimoniaux n'interfère absolument pas dans la gestion de la société. Ah, c'est très important de le comprendre et d'ailleurs, ça simplifie nettement les choses. Alors, j'en viens à une question assez importante, c'est celle du passif. Pourquoi c'est une question importante? Bah, je vous le rappelle, dans une SCI, on a une obligation indéfinie au passif social, hein, c'est-à-dire que le patrimoine personnel des associés peut être engagé par les créanciers, à condition qu'ils aient préalablement exercé des vaines poursuites contre la SCI. Je vous ai remis ça dans la deuxième partie de cette diapositive. Voilà. Donc la question, en fait, c'est si jamais les créanciers devaient avoir la nécessité de s'attaquer aux biens des associés, ben, quand ils sont en couple, qu'est-ce qui est le gage des créanciers? Qu'est-ce qu'ils peuvent saisir? Est-ce qu'ils peuvent saisir les biens communs? Est-ce qu'ils peuvent saisir les biens indivis? Est-ce qu'ils peuvent saisir les biens propres de l'un, les biens propres de l'autre, la totalité? Voilà, c'est très important. Et notamment, ça donne cette question à notre regard sur la question de la revendication de la qualité d'associé. Alors regardez, je vous ai fait des petits schémas qui vont aider à simplifier les choses. D'abord, on va imaginer que l'on a un seul des deux membres du couple qui est associé de la SCI. Donc, on distingue le titre et la finance. Et on va distinguer d'un côté le régime de communauté, de l'autre côté l'hypothèse de régime séparatiste, de pacte, de concubinage, c'est-à-dire l'hypothèse où le bien va potentiellement être en indivision. Voilà, donc en régime de communauté, l'associé, par les dettes qu'il peut contracter, donc c'est-à-dire en fait la responsabilité indéfinie, il n'engage que ses biens propres et les biens communs à l'exclusion des gains et salaires du conjoint et des biens propres du conjoint. Ce qui veut dire que, si vous suivez mon curseur, les biens propres de l'associé sont engagés, les biens communs sont engagés, alors avec une petite exception, on devrait s'arrêter là, c'est-à-dire les salaires du conjoint de l'associé ne sont pas engagés, mais il faut pouvoir les distinguer sur le compte en banque. Et par contre, les biens propres du conjoint, eux, ne sont jamais engagés. Retenez bien ça parce que sur la diapositive précédente, je vous en reparle. Quand on est en régime séparatiste, d'accord, et que le bien apporté à la SCI est un bien indivis, donc on a des biens indivis dans le couple. Voilà, c'est surtout d'ailleurs l'hypothèse où on a des biens indivis dans le couple. Donc l'associé, puisqu'on n'en a qu'un, je vous le rappelle, il engage bien sûr ces biens qu'on appelle là des biens personnels. Si le couple a des biens indivis, d'accord, ces biens indivis, donc dans le couple a des immeubles qui sont hors SCI, voilà, il y a une règle qui est posée par le droit de l'indivision, c'est que ces immeubles, enfin ces biens indivis, ne peuvent pas être saisis directement par le créancier, parce qu'ils sont justement indivis. Et donc, on ne va pas saisir la part de celui qui ne doit rien. Par contre, l'indivision est un état précaire, vous le savez, qui se termine par le partage, et donc le créancier, en application de l'article 815-17 alinéa 2, peut provoquer le partage. Une fois que le partage est provoqué, il prend la part, vous voyez, qui serait ici, des biens indivis, la part de l'associé dans les biens indivis. Voilà. Les biens personnels du conjoint ne sont jamais engagés. Et bien sûr, la part dans l'indivision du conjoint n'est pas engagée non plus. Après le potentiel partage provoqué par le créancier, le conjoint de l'associé pourrait parfaitement récupérer sa part. Voilà. Alors imaginons maintenant que tous les deux soient associés.
Et notamment, en régime de communauté, les deux seraient associés parce que justement, l'un des époux aurait eu envie de revendiquer la qualité d'associé. Tout simplement parce qu'il pense que c'est plus égalitaire ainsi. Pourquoi pas? Mais vous voyez bien la conséquence, c'est que dans la mesure où tout le monde est associé, bah, si vous voulez, les biens propres du premier associé, on va dire, vont être engagés. Les biens propres du conjoint, mais qui lui-même est associé ici en vert, vont être engagés, et chacun va engager sa part des biens communs. Donc en fait, les trois masses, c'est-à-dire les biens propres de chacun et les biens communs, sont engagés. Donc l'intégralité du patrimoine du couple peut être sous la coupe du créancier. Ce qui fait le danger. Parfois, il vaut mieux, quand on a un apport de biens communs à une SCI, il vaut mieux la plupart du temps que le conjoint ne revendique pas la qualité d'associé. De toute manière, ça ne l'enlève rien, si ça l'enlève des droits de décision, bien sûr, mais au final, ce conjoint est protégé par la qualification de biens communs, des parts sociales, donc, qui ont été émises en rémunération de l'apport du bien commun. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci. Donc cette revendication de la qualité d'associé, elle doit vraiment poser question à l'aune, hein, du passif et du risque d'engagement des biens. Comment ça se passe en cas de régime séparatiste, de pax, de concubinage? Eh bien là, c'est à peu près le même système. Chacun va engager ses biens personnels. Donc ici, l'associé 1 engage ses biens personnels. Son conjoint, concubin ou marié sous régime de séparation en vert ici engage également ses biens personnels. Donc la masse ici est engagée. Et puis, bah, les biens indivis sont de fait engagés, puisque le créancier ne peut pas théoriquement les saisir, mais il peut provoquer le partage, et puis là, il pourra prendre les deux morceaux. Donc, en fait, là aussi, quand les deux sont associés, ben, en fait, on a l'ensemble des biens du couple, on peut le dire comme ça, qui est engagé, hein. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ça, hein, quand on a des stratégies immobilières et patrimoniales dans un couple, c'est ne pas forcément, j'allais dire, par souci absolu d'égalité dans le couple, vouloir que les deux soient associés. Ça peut être bien plus protecteur pour l'autre qui ne soit pas associé. Voilà, après, ça nécessite des relations de confiance. Puis on peut aussi être associé, puis on peut aussi ne pas avoir de passif, hein. C'est très bien comme ça. Il y a beaucoup de SCI qui ne sont pas endettés. Voilà, j'en viens à une question tout à fait intéressante et qui est vraiment une question de régime matrimoniaux cette fois-ci. C'est la question de la qualification, hein, des différentes choses, voilà, par exemple les parts sociales, les bénéfices, les réserves, hein, donc les produits et les biens relatifs à une SCI. Comment est-ce qu'ils sont qualifiés au regard du régime matrimonial? Alors, on va d'abord regarder, première chose, les droits sociaux, c'est-à-dire les parts, en régime de communauté, bien sûr, puisque si on est en régime séparatiste, il n'y a pas de question de qualification, hein. Ça sera donc soit des biens indivis, soit des biens personnels, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors, quand la SCI donc, a été créée par des époux qui sont en régime de communauté, donc ils n'ont pas passé de contrat de mariage. Donc là, on va distinguer deux situations. Et ceux d'entre vous qui ont fait des régimes matrimoniaux, vous allez bien reconnaître quelque chose. On va distinguer suivant la date du mariage. Et donc, si votre SCI a été créé avant le mariage par l'un des époux, eh bien, il n'y a aucune discussion. La SCI est propre, en quelque sorte. Enfin, c'est-à-dire les parts sociales de la SCI sont propres. Et ce, quel que soit, après le mariage, puisque la SCI va survivre au-delà du mariage, quelle que soit l'augmentation de la valeur des parts. Par exemple, vous pouvez avoir un des époux qui crée une SCI 10 ans avant le mariage. Le jour du mariage, les parts valent 100, par exemple, et puis 10 ans après le mariage, les parts valent 1000, parce que l'immobilier, c'est beaucoup apprécié. Ça ne change rien, ces 1000 sont toujours propres. La plus-value d'un bien propre reste propre, en quelque sorte. Voilà. Si ma SCI devait augmenter son capital, là, on peut avoir des distinguos à faire, hein. Si l'augmentation du capital se fait par des apports nouveaux, avec des biens communs, là, on peut probablement dire que les parts émises en rémunération d'un apport nouveau sont des parts communes, ou alors on pourrait dire qu'elles sont propres à charge de récompense. Voilà. Par contre, si on devait augmenter le capital en incorporant des réserves de la société, les réserves étant propres, les nouvelles parts seront propres sans aucune récompense. Voilà. Si la SCI est créée après le mariage, ben, je dirais tout est simple, hein. En principe, la SCI aura été créée avec un apport de biens communs, ça peut être par rapport de biens propres. Donc, si c'est par rapport de biens propres, on retombe sur la situation précédente. Mais si la SCI est créée par rapport de biens communs,
eh bien, la qualité d'associé appartiendra à l'apporteur. Par contre, les droits sociaux, hein, émis en rémunération de l'apport de biens communs seront nécessairement des biens communs. Enfin, deuxième question, très importante, et il faut, pour ceux d'entre vous qui découvrent un peu la matière, c'est important de comprendre cette règle, c'est la qualification des produits sociaux, c'est-à-dire schématiquement des dividendes et des réserves. Eh bien, ces produits sociaux sont toujours communs en régime de communauté. Et ce, même si les parts sociales auxquelles ils se rapportent sont propres. Je vous donne un exemple. Vous avez un des conjoints qui a hérité, par exemple, des parts d'une SCI. Ces parts sont communes, sont propres, pardon, j'allais dire une bêtise, ces parts sont propres, 100% propres parce qu'il les a héritées, donc c'est l'article 1405 du Code civil qui s'applique, hein, les biens hérités ou reçus en donation demeurent propres. Par contre, les produits sociaux, c'est-à-dire les bénéfices, les loyers, si vous voulez, et les réserves qui vont être accumulées, ces réserves-là et ces dividendes sont toujours communs. Donc, vous connaissez peut-être la règle, les fruits et revenus des biens propres sont communs, hein, et ne sont pas propres. Voilà, c'est quelque chose de très, très important à entendre, et parfois, certains sont très surpris, hein, au moment d'un divorce. Vous avez sur un compte des sommes assez importantes qui correspondent à des accumulations de bénéfices, et le conjoint propriétaire de la SCI pense que ça lui appartient. En réalité, ça appartient aux deux, et donc en cas de divorce, ces sommes-là devront se diviser. Voilà. Une question supplémentaire, mais je l'ai déjà un tout petit peu abordé rapidement, la question de la cession des parts sociales. Alors, est-ce qu'il faut que le conjoint donne son accord à la cession des parts sociales? Donc, si les parts sociales étaient indivises, oui, bien sûr. Si les parts sociales sont propres ou sont des biens personnels, non. Pas d'autorisation du conjoint à la cession, sauf si, en principe, ça devait se rapporter donc à un bien qui est le logement de la famille, mais je vous montrerai l'arrêt de la Cour de cassation dans le focus. Voilà, par contre, si les parts sociales sont communes, oui, dans ce cas-là, ça tombe sous le coup de l'article 1424, et donc la cession de parts sociales communes requiert l'autorisation du conjoint. Voilà. Autre question, si on a des cessions à l'intérieur du couple, voilà, est-ce qu'elles requièrent l'agrément des autres associés? Bah, oui, en principe, hein, dans une SCI, le conjoint doit être agréé. Mais les statuts peuvent dispenser d'agrément le conjoint. Voilà. Et ce que je vous dis est applicable au conjoint et non pas aux partenaires pacsés et concubins qui, du point de vue de l'agrément, sont considérés comme des tiers. Enfin, last but not least, très important, la question de la séparation. Alors, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans notre monde. Vous le savez, quelle incidence sur la société? Est-ce que parce que des époux ont créé une SCI ou des partenaires ont créé une SCI, est-ce que leur séparation met fin à la SCI? La réponse est très clairement négative. Hein, négative, négative. La séparation d'un couple ne met pas fin à la personne morale qu'ils avaient décidé de créer ensemble, seul ou avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, bien évidemment, mais également seul. Alors, exception à ça, bah, on pourrait imaginer, mais c'est très peu pertinent qu'on mette dans les statuts, et ça serait valable, une clause de dissolution de la société en cas de séparation du couple. C'est vraiment dans l'intérêt de personne de faire ça. Imaginez que la SCI est un magnifique patrimoine, que les époux décident de se séparer. Il ne faut surtout pas dissoudre la SCI, il faut trouver un moyen. Si vous dissolvez la SCI, vous allez avoir des conséquences fiscales qui peuvent être absolument terrifiantes pour les deux époux. Donc il faut vraiment éviter cette dissolution. Et puis même si on se sépare affectivement, on peut parfaitement concevoir qu'on continue à bien s'entendre patrimonialement. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Des fois, c'est l'inverse aussi. On s'entend affectivement, mais pas patrimonialement. Alors, est-ce que la séparation du couple, en deuxième question, peut être une cause de dissolution? Est-ce que l'un des époux peut aller en justice en disant, bah, écoutez, on ne s'entend plus, on se sépare, je demande, et ce n'est pas prévu dans les statuts, je demande la dissolution de la société. Alors oui, c'est possible dans l'hypothèse prévue par l'article 1844-7 cinquièmement du Code civil, dans l'hypothèse où on va réussir à prouver que la mésentente du couple est paralysante, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tenir de comptabilité, d'assemblée générale, voilà. Mais c'est quand même très rarement retenu et ça suppose une action en justice. Hein. Voilà. Est-ce qu'on pourrait prévoir dans les statuts de la SCI une clause d'exclusion d'un des associés en cas de séparation? Oui, c'est pas impossible, mais c'est un peu compliqué à rédiger. Lequel serait exclu? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2023, parler encore de faute dans un divorce? À une époque, vous savez qu'on avait le divorce pour adultère, hein, quand un conjoint
aller voir ailleurs, en quelque sorte. On pouvait demander le divorce pour faute. Bon, aujourd'hui, cette notion est très très loin des mœurs actuelles. Voilà, on peut imaginer que si un conjoint commettait des violences sur l'autre, un divorce pour faute serait prononcé, mais prévoir l'exclusion dans ce cas-là, enfin bref, le droit des sociétés n'est pas là pour se mêler des questions affectives, hein. Donc il faut bien le voir comme ça. Autre possibilité, et ça peut être pertinent, prévoir dans les statuts un droit de retrait d'un des associés au moment du divorce. La question, c'est que s'ils sont que tous les deux dans la société, ils ne peuvent pas se retirer tous les deux. Sinon, il faut qu'on dissolve la société. Voilà. Et puis, ce qu'on peut imaginer, on peut s'inspirer un peu de ce qu'on fait dans les pactes extra-statutaires dans des grosses sociétés, où il y a des gros enjeux financiers, des sociétés commerciales. On peut mettre en place une clause, on va dire, de sortie alternative. Donc, schématiquement, ce sont des promesses. Chacun promet qu'il va céder à l'autre. Voilà. Et par contre, si l'autre ne veut pas acheter, bah, c'est le premier qui achètera. Je vous le fais simplement. On appelle ces clauses buy or sell, c'est-à-dire achète ou vend. Hein, par exemple, je suis l'un des conjoints et je suis associé donc avec mon conjoint dans une SCI. Je vais lui proposer d'acheter mes parts. Si on se sépare, en application de ce pacte, je vais lui proposer d'acheter mes parts. Soit il les achète et c'est très bien, il devient donc à ce moment-là le seul associé de la société. Il faudra qu'il trouve un autre associé parce qu'on ne peut pas être en société d'une personnelle. S'il ne veut pas acheter mes parts, eh ben, en application de la clause, c'est moi qui obligatoirement vais lui acheter les siennes. Voilà. Et donc au final, en application de cette clause, on aura toujours un sortant et toujours un restant. Voilà, et donc c'est des clauses qui sont extrêmement pratiques. On appelle des clauses de roulette russe ou buy or sell. Pourquoi roulette russe? Parce que on ne sait jamais, suivant le premier qui va tirer en quelque sorte, qui va demander l'application de la clause, on ne sait jamais lequel va sortir. Ça dépend de l'autre et du premier qui tire. Voilà, c'est assez intéressant ce mécanisme, hein, si ça vous intéresse. Faites des petites recherches sur Internet en tapant clause de sortie alternative, ou plutôt on aime bien la terminologie anglaise, Russian roulette ou buy or sell. Voilà, vous avez ça ici. Voilà, chers amis, c'est terminé donc pour cette première question donc sur enfin ces développements sur le couple en SCI. Et maintenant, je vais donc vous faire le petit focus. Alors, si j'y arrive, parce que bien évidemment, doué comme je suis, vous pouvez voir. Alors, il faut juste que je partage mon écran. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est ici? Ouais, voilà, le focus donc sur la SCI, la protection du logement de la famille. Ok, alors je vous remets ici dans ce. Attendez, j'ai pas confiance. Je vais arrêter le partage et reprendre le partage. Voilà, je suis vraiment désolé. Je vous remets ça ici. Là, je suis sûr que vous voyez la même chose que moi sur le focus. Donc, l'application de l'article 115 alinéa 3 du Code civil au logement de la famille quand celui-ci est la propriété d'une SCI. Voilà ce que nous dit l'article 115 alinéa 3. On en avait déjà parlé un tout petit peu préalablement. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre. Donc c'est un texte du régime primaire, hein, c'est-à-dire qu'il s'applique aux personnes mariées et uniquement aux personnes mariées, mais quel que soit leur régime matrimonial, séparation ou régime de communauté. Donc c'est un texte à vocation extrêmement large. Ce texte nous dit les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. Et ensuite, il y a des questions de prescription. Voilà, donc c'est assez clair. Si deux époux possèdent un immeuble, enfin pardon, si un époux possède un immeuble, d'accord, et que cet immeuble est le logement de la famille, il ne peut pas le vendre sans l'accord de l'autre. Maintenant, le produit de la vente sera uniquement pour lui. Vous voyez, c'est une entorse, on va dire, à la liberté de disposer des biens, mais par contre, ce n'est pas une entorse aux règles patrimoniales, hein, aux règles de valeur, on va dire. Donc, celui qui n'est pas propriétaire peut dire je m'oppose à la vente ou je suis d'accord pour la vente, mais dans les deux cas, de toute façon, si la vente intervient, le produit de la vente ira au seul propriétaire, hein. Donc, c'est une mesure de protection matérielle, hein, du toit qui est au-dessus de la famille. Et donc, la question qui est posée, et vous allez voir, c'est une question qui est posée à un arrêt donc, que je vais vous montrer, c'est est-ce que ce principe s'applique, puisque ce n'est pas rédigé sous la forme d'une SCI, est-ce que ce principe s'applique quand le logement familial est détenu sous la forme d'une SCI? C'est-à-dire la SCI abrite le logement familial,
D'accord? Elle est propriétaire donc, du logement familial. Et donc, c'est le conjoint, dans ce cas-là, qui vend les parts de SCI. Voilà. Si le conjoint vend les parts de SCI et que ces parts sont propres, bien sûr, hein, sinon il faudra l'accord du conjoint. Si ces parts sont propres et que la SCI possède le logement de la famille, est-ce qu'il faut obtenir l'autorisation de l'autre pour vendre les parts de SCI? Voilà ce sur quoi se prononce cet arrêt. Il est important parce que alors attendez, je vais juste basculer en plein écran. Voilà, parce qu'il y a quand même assez peu d'arrêts de la Cour de cassation qui se prononcent là-dessus. Puis il est relativement récent, vous voyez, un arrêt de la première chambre civile le 14 mars 2018. Alors je vous ai mis ici à peu près les faits de cet arrêt, hein. Une société civile immobilière constituée en 2002 avec un capital, vous allez bien voir, hein, 99 parts détenues par le mari et une part détenue par l'épouse. On a vraiment l'impression que l'épouse a été mise là parce qu'il fallait qu'il y ait un associé, mais sinon c'est le mari qui a absolument la totalité. Et puis donc cette SCI, donc très inégalitairement pardon, constituée au profit du mari, acquiert un bien et ce bien est occupé par les époux et leurs enfants. Bon, manifestement, le couple ne s'entend plus. Et en 2008, monsieur autorise l'Assemblée générale, parce que, donc il est ultra majoritaire dans la SCI, donc il en est gérant. Il autorise le gérant de la SCI, qui est lui-même, hein, donc l'Assemblée générale l'autorise, à vendre l'immeuble de la SCI. Ils ne vendent pas les parts, ils vendent l'immeuble, hein. Voilà, mais c'est la SCI qui vend l'immeuble. Donc, question, est-ce que son épouse avait la possibilité de s'y opposer? Voilà, et voilà la réponse de la Cour de cassation. La réponse de la Cour de cassation est non. Voilà, l'épouse n'avait pas la possibilité de s'opposer à la vente de l'immeuble, qui était le logement de la famille et qui était propriété de la SCI, tout simplement parce que ben, la famille occupait cet immeuble propriété de la SCI sans aucun titre. Et je vous l'ai dit, quand une SCI est occupée par ses propres associés, il faut que ce soit en vertu d'un titre, que ce soit prévu par les statuts, qu'il y ait un bail, qu'il y ait une autorisation donnée par la société. Ici, on n'avait absolument rien de tout ça. Vous voyez, je vous allez le regarder ici, hein. Après avoir souverainement estimé qu'il n'était justifié d'aucun bail, droit d'habitation ou convention de mise à disposition de l'appartement litigé au profit de la SCI, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'épouse ne pouvait pas revendiquer la protection de l'article 215 alinéa 3. C'est pas parce qu'on est sous forme de SCI, c'est juste parce que elle n'avait, en tant qu'associée de la SCI, elle n'avait aucun titre pour occuper l'immeuble. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de la part de la SCI une autorisation formelle donnée par l'Assemblée générale ou un bail qui avait été signé. Et donc, elle était en quelque sorte, la famille était occupante de l'immeuble sans titre. Donc, à partir de là, 215 alinéa 3 ne s'applique pas puisqu'on ne peut pas prouver que c'est le logement de la famille. Bon, c'est quand même quelque chose qui est on va dire, une décision qui est un petit peu dure, hein, pour ce conjoint, mais voilà, qui se base sur une application assez stricte de l'article 215 alinéa 3, qu'on peut comprendre parce que ce 215 alinéa 3 est déjà une exception, hein, c'est déjà une dérogation au droit de propriété. Voilà, donc en clair, si vous souhaitez que 215 alinéa 3 s'applique quand le logement de la famille est propriété d'une SCI, il est extrêmement important de penser à autoriser, que la SCI autorise l'occupation du bien par la famille. Voilà, chers amis, j'arrête le partage. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et donc la prochaine, hein, la vidéo numéro 7, sera relative à la transmission patrimoniale par le biais d'une SCI ou à la transmission des parts sociales en cas de succession ou de donation. Donc SCI et transmission du bien. Voilà, à très vite. Passez une excellente journée. Au revoir.